Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Historique. Historique. Dirigé par Bruno Péquignot et Denis Rolland. La collection historique a pour vocation de présenter les recherches les plus récentes en sciences historiques. La collection est ouverte à la diversité des thèmes d'études et des périodes historiques. Elle comprend 3 séries. La première s'intitulant Travaux est ouverte aux études respectant une démarche scientifique, l'accent est particulièrement mis sur la recherche universitaire, tandis que la deuxième intitulée Sources a pour objectif d'éditer des témoignages de contemporains relatifs à des événements d'ampleur historique ou de publier tout texte dont la diffusion enrichira le corpus documentaire de l'historien. Enfin, la troisième, Essai, accueille des textes ayant une forte dimension historique sans pour autant relever d'une démarche académique. Série Travaux. Yann Guérin, La France après Napoléon, 2014. Émilienne Leroux, Histoire d'une ville et de ses habitants, Nantes. De 1914 à 1939, tome 2, 2014. Émilienne Leroux, Histoire d'une ville et de ses habitants, Nantes. Les origines à 1914, tome 1, 2014. Éric Agbeessi, Ce qu'en disait le Sud. La loi sur les droits civiques de 1964. Perspectives et arguments des opposants au projet 2014. Annie Blettonruget, La Bresse bourguignonne. Les dynamiques d'un territoire. 18e-21e siècle, 2014. Jean-Michel Paris, L'Humanitaire 1841, Naissance d'une presse anarchiste, 2014. Sébastien Évrard, Lors de Napoléon. Sa stratégie patrimoniale, 1806 à 1814, 2014. Eva Patzelt, un haut fonctionnaire est-allemand aux prises avec l'intelligentsia, 1963 à 1989, 2014. Édouard Baraton, De Gaulle ou l'hypothèque française sur le Canada, 2013. Annem Etenier, Liberté pour les Noirs. La résistance des Africains américains à la ségrégation et à l'esclavage, 1619 à 1865, 2013. Du même auteur. L'Angleterre face aux Bourbons. Dans la guerre d'indépendance américaine. Paradoxe dans l'Europe des Lumières. L'Harmattan. ISBN 978-2-296-96-123-4. La guerre d'indépendance américaine. Prototype des guerres de libération nationale du XXe siècle. L'Harmattan. ISBN 978-2-296-09-903-6. Avant-propos. Quand la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende. L'homme qui tua Liberty Valance. Propos de l'auteur. L'écriture de 2 ouvrages sur la guerre d'indépendance américaine m'a conduit à côtoyer chaque jour le marquis de Lafayette ainsi que le général Lafayette. 2 orthographes, 2 identifications, une seule personne. Lors de conférences sur les diverses phases de la guerre d'indépendance américaine, j'ai croisé régulièrement des auditeurs admirateurs de Lafayette ainsi que d'autres, peu nombreux, mais affirmés dans leurs convictions, qui condamnaient l'homme qui a fait tirer sur le peuple. Souvent dans leurs propos, l'ombre de la guillotine n'était pas loin. Si tous, admirateurs ou adversaires, connaissaient le symbole de l'amitié américaine, et aimaient souvent citer un ou des points particuliers de la légende du général Lafayette, très peu avaient une vue globale de son existence. Généralement, ils piochaient dans des souvenirs scolaires ou télévisuels, des éléments qui renforçaient leur propre positionnement politique ou leur admiration spontanée. Cela est d'autant plus facile que Lafayette est un personnage complexe, un Janus, multiforme dans ses appellations et ses compréhensions. Marquis et général selon la période historique, la rive de l'Atlantique qui le juge, la vision politique de celui qui s'exprime. Même son nom s'orthographie différemment selon la période, avant ou après 1789, voire l'angle politique de l'éclairage choisi. Le plus souvent, le marquis est de Lafayette alors que le général est Lafayette. Le marquis est le plus souvent français et le général écrit sans accent américain. Remarquons que les termes ne se croisent que très rarement, le général peut être Lafayette mais le marquis n'est Lafayette que par exception. En Amérique, le titre de marquis est employé pour respecter la qualité de l'homme et de ses valeurs.
En France, derrière ce titre, le ci-devant n'est jamais très loin. Quelle option choisir? Par respect pour son histoire, il sera marquis de Lafayette jusqu'à ce que la guerre le transforme. À partir de juillet 1777, date de son arrivée en Amérique, j'utiliserai le grade que le Congrès américain lui a accordé, avec l'accentuation française. Après cette date, Gilbert Dumotier sera le général Lafayette, en respectant l'orthographe qu'il faisait graver sur ses portefeuilles visibles au château de la Grange. En abordant le personnage de Lafayette, le premier constat que nous devons faire est qu'il vécut très longtemps, ce qui est assez rare dans le milieu politique de son époque. 77 ans s'écoulent entre sa naissance en 1757, sous Louis XV, roi de France, et son décès, suite à un mauvais refroidissement en 1834 sous Louis-Philippe, roi des Français. L'évolution de l'appellation royale résume l'époque et la vie de Lafayette. 77 ans à une époque où l'espérance de vie était de moins de 30 ans quand elle n'était pas raccourcie par une invention qui porte le nom d'un médecin célèbre, Joseph Ignace Guillotin, humaniste et homme politique à qui on attribue la célèbre machine à décapiter. 77 ans pour traverser la période de l'histoire qui, sur chaque rive de l'Atlantique, a vu naître ou renaître une nation. 77 ans de révolution, de guerre et de bouleversement dans l'histoire des continents, des États, des sociétés et de leurs corps intermédiaires, des familles et des hommes. 77 ans qui font que Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette à la mort de son père, devient Lafayette l'homme des deux mondes, le nouveau et la vieille Europe, de deux régimes, l'ancien et le post-révolutionnaire, l'homme de trois périodes révolutionnaires, américaine de 1777 à 1781 puis française de 1789 et 1793 ainsi que celle de 1830, homme d'une bonne dizaine de régimes politiques, de la démocratie américaine jusqu'à Louis-Philippe, la meilleure des républiques, en passant par le terrorisme jacobin, l'homme d'autant de complots dont le plus célèbre, celui des 4 sergents de La Rochelle, se terminera par leur exécution. Pendant 60 ans de sa vie, Lafayette a été franc-maçon. Le lieu de sa naissance, le château de Chavagnac en Haute-Loire, en garde trace avec la reconstitution d'un cabinet de réflexion, et près de 2 siècles après sa mort, en France et en Amérique, plusieurs centaines de loges de toute obédience portent son nom. Son lieu de vie, le château de la Grange en Seine-et-Marne, placé sous la vigilante protection de la Fondation José et René de Chambrun, abrite un nombre incalculable de pièces liées à la longue vie publique de Lafayette. Les écrits politiques sont innombrables, les pièces d'archives liées au patrimoine nombreuses et de multiples documents se rattachent à sa pratique des loges maçonniques en France et en Amérique. Dans ces pays, chaque obédience se targue de posséder des objets et des souvenirs du frère Lafayette et de nombreuses villes ont un temple qui porte son nom. Sa légende maçonnique a rejoint la légende civile. Sa vie de franc-maçon ne sera pas un fleuve plus tranquille que sa longue vie civile. Ces 2 aspects de la vie de Lafayette connaîtront les aléas du siècle. Pour aborder la vie de Lafayette, je respecte la chronologie la plus stricte et j'inscris sa vie et ses actions dans l'histoire. Pour traiter sa vie maçonnique, je propose 4 approches de la maçonnerie. La maçonnerie de cour, celle de sa jeunesse, la maçonnerie américaine qui organise ses rêves et construit sa gloire, les maçonneries parallèles dans lesquelles il s'égare en France comme en Amérique, puis la maçonnerie politique dans laquelle, après la mort d'Adrienne, il se plonge pour poursuivre ses rêves américains. J'expliquerai ses choix et ses appellations, afin que chacun puisse les placer en arrière-plan des phases de la vie de Lafayette. Ces approches peuvent être critiquables, ce sont des choix d'auteur pour tendre à organiser des éléments qui ne peuvent qu'être complexes. Parallèlement, il nous faudra nous poser une question supplémentaire. Lafayette est reconnu comme le héros des deux mondes, mais comme le fait remarquer le professeur Robert R. Kraut, grand spécialiste américain de Lafayette, n'est-il pas the hero of two separate worlds? En s'appuyant sur les compréhensions différentes de l'histoire, des situations et du contexte sur chaque rive de l'Atlantique, cet adjectif est peut-être une clé d'explication de Lafayette en tant qu'homme. Dans sa vie d'homme jeune, Lafayette est un homme très riche. À 13 ans, il est déjà une des premières fortunes de France. Il en utilise une grande partie pour pratiquer une vertu réputée maçonnique, la charité. Cette caractéristique n'est certes pas spécifiquement maçonnique, toutes les églises la pratiquent et beaucoup de programmes sociaux des États l'ont dans leur gène. Lafayette aide les paysans auvergnats,
les soldats de la Révolution américaine, les révoltés de toutes nationalités, polonais, belges, italiens, espagnols et autres. Son château de Lagrange en garde trace par son dernier étage toujours appelé « le couloir des Polonais ». Parallèlement, il utilise sa fortune ou ce qu'il en reste après la Révolution de 1793 pour comploter, un peu contre Napoléon et beaucoup contre les Bourbons. En soi, ce goût pour le complot n'est pas obligatoirement maçonnique ou civique. Lafayette est soldat, intrigant, mécène, politique, mondain, héros américain et banni français. On l'adule le 14 juillet 1790, lors de la fête de la Fédération, quand au nom de tous les fédérés, il prononce « Nous jurons d'être à jamais fidèles à la nation, à la loi et au roi, de maintenir de tout notre pouvoir la Constitution, de protéger la sûreté des personnes et des propriétés, la circulation des grains et des subsistances, la perception des contributions, de demeurer unis à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité. » Avant de le désigner candidat à la guillotine 18 mois plus tard car jugé, si traître à la nation. Lafayette est le personnage historique français qui apparaît ou disparaît des discours et livres d'histoire selon les aléas de la politique, la situation des troupes françaises sur le champ de bataille, le besoin d'alliés forts ou la crainte du dirigeant en place d'un concurrent populaire, au XIXe siècle, ou médiatique au XXe siècle. Lafayette est le personnage de centaines d'ouvrages et écrits de thuriféraires, de pamphlétaires et de commentateurs qui le décrivent souvent comme un jeune homme au grand cœur, ou un velléitaire tout en faisant de lui, selon le tempérament de l'auteur, un traître, un héros, un personnage de bande dessinée, le symbole de l'amitié franco-américaine voire, pour les plus imaginatifs, un amant de Marie-Antoinette. Lafayette est l'homme des fidélités à ses rêves, à son épouse comme à sa principale maîtresse, l'une étant proche de ses idées et l'autre beaucoup plus éloignée. Pour donner une cohérence à son long chemin de vie, mieux appréhender le personnage, il faut conceptualiser le récit de sa vie sur 3 plans. L'histoire, la grande, celle du bruit et de la fureur des batailles et des révolutions. La franc-maçonnerie, sa pérennité, ses ruptures liées à son incrustation dans les événements du siècle, dans la culture de la nation où elle se développe et l'utilisation que certains, dont lui-même, peuvent en faire. L'individu, ce personnage broyé par l'histoire que parfois il croit organiser, cet homme à la recherche de lui-même, de sa construction et de son propre bonheur. Seules les itérations entre les plans de ce triptyque permettent de comprendre et de mettre en perspective les actions de Lafayette. En juillet 1928, dans un bulletin des loges américaines, un anonyme freemason américain décrit Lafayette comme le dernier des anciens chevaliers qui, au-delà de la laideur et des folies de son temps, a gardé un nom sans tache. Dans toute l'histoire, aucun homme sur terre n'a été plus aimé que lui. Il est venu à l'aide de l'Amérique comme un croisé, demandant à servir à ses propres frais et sans récompense. Aucun homme n'a jamais aimé la liberté avec une dévotion plus pure, ou l'a servi avec plus d'ardeur en se dépensant et en dépensant sans compter. Un poète, un mystique, un gentleman au grand cœur, il est lié dans nos esprits avec Jeanne d'Arc. Père de 3 révolutions, ami de l'Amérique à 19 ans, héros de la liberté française à 30, figure tragique pour le reste de ses jours. Pour ce franc-maçon inconnu, la vie de Lafayette s'inscrit dans une pièce en 5 actes dont l'acte premier est construit par ses extraordinaires aventures de jeunesse en Amérique. Ce premier acte est le plus célèbre. L'histoire est belle et suffisamment plastique pour résister aux aléas de l'histoire. Elle constitue la matière dont on construit les récits légendaires. Cette phase, plus riche que la légende, a construit l'homme. Elle se termine en décembre 1784 quand Lafayette revient de son 3e voyage dans l'Amérique de son ami George Washington. Elle est l'objet de cet ouvrage. Le deuxième acte est celui de son action durant la Révolution française, quand pendant un temps très court, il a cru tenir dans ses mains le destin de son pays. Dans cette période, ni Lafayette ni personne d'autre n'a pu tenir le destin de la France dans ses mains. L'histoire roulera, les têtes tomberont, Lafayette sera prisonnier. Selon la formule de Georg Büchner dans La mort de Danton, comme Saturne, la Révolution dévorera ses propres enfants. Le Jacobin Bonaparte incarnera le destin de la France et deviendra l'empereur Napoléon Ier. Pendant toute cette période, Lafayette sera contraint à un silence réprobateur et une résistance passive.
Ce second acte ouvre toutes les controverses, l'histoire est sanglante et les idéologies brutales. L'acte 2 a creusé les fondations de polémiques sans fin. Puis, vient la Révolution de 1830, troisième acte pendant lequel Lafayette a été pendant un instant maître du destin de la France. Cet instant fut bref, très bref, de quelques heures à quelques jours selon le point d'observation choisi. Il sera la dernière flamme lancée par Lafayette avant qu'il entre dans un oubli de 80 très longues années. Ces 3 périodes de feu et de gloire sont suivies par les années de solitude, de sa fin de vie avant que 80 ans après sa mort, son esprit paraît monter de la tombe pour montrer l'Amérique du doigt afin qu'elle vienne en aide à la France dans la Première Guerre mondiale. Cette dernière période n'a pas pris fin, peut-être même ne cessera-t-elle jamais. Chacune de ces périodes possède son unité tout en s'inscrivant dans la continuité du personnage. C'est cette unité qui se retrouve dans chaque ouvrage. L'histoire fait que chaque période est un instant de rupture avec la période précédente. Lafayette a été un acteur marquant de ces ruptures. Par l'écho de ses actes et l'aura de sa personnalité, il a plus été un indicateur des fins de période popularisant les rêves des acteurs qu'un prophète de la période suivante. Impliqué dans la fin d'un acte, il ne saurait être responsable de l'histoire qui succède à son intrusion dans celle-ci. Lafayette peut être compris comme la plus belle illustration de la formule de Raymond Aron « Les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font ». Je parcours ce chemin pour décrire la vie d'homme et la vie civique de Lafayette en intercalant les valeurs qu'il porte, celle du libéral dans le sens américain où le terme signifie homme de gauche, et dans sa définition française où le même mot signifie au XXIe siècle, partisan de la liberté économique. Ces 2 acceptions sont appuyées sur les valeurs de l'humanisme des Lumières avec entre autres, la lutte contre l'esclavage et pour les libertés religieuses, le respect des croyants et des minorités, juives, protestantes, voire catholiques, et naturellement la liberté économique. Un point de repère et un aveu. Dans ce livre, les citations qui proviennent d'écrits de Lafayette sont en italique. Parfois j'utilise des passages de mes 2 ouvrages précédents sur la guerre d'indépendance américaine car les faits sont ils ne peuvent être réécrits selon l'angle d'analyse. De l'Auvergne à la cour. Le marquis de Lafayette, ce fascinant jeune homme. Angie Bryan, consul des États-Unis, en Auvergne, Bourgogne et Rhône-Alpes de 2003 à 2007. L'Auvergne. Aux confins du Velay et de l'Auvergne, le bourg de Chavagnac est dominé par un manoir romantiquement situé. À la fin du XVIIe siècle, la maison forte d'origine a été détruite par un incendie. Depuis 1701, son propriétaire, le dernier descendant des Chavagnac d'Auvergne, en a terminé la reconstruction. Au moment de la naissance de Lafayette, il peut être considéré comme neuf. Le 9 janvier 1708, Marie-Catherine de Chavagnac épouse Édouard Mottier de Lafayette, seigneur de Champetière, marquis de Vissac. Par ce mariage, le grand-père de Lafayette fait entrer le château de Chavagnac dans le patrimoine de la famille. Malgré la grandeur des noms et le prestige des titres des propriétaires, ce château isolé dans les monts d'Auvergne offre un mode de vie assez modeste. Le confort est relatif, plus proche de celui de la bourgeoisie aisée que de celui des grands noms que le futur général côtoiera. Le 6 septembre 1757, une jeune femme accouche. C'est Marie-Louise Joly de la Rivière, fille unique de Joseph Thibault-Hyacinthe, marquis de la Rivière. Elle est la dernière héritière d'une riche famille d'aristocrates de Saint-Brieuc. Depuis le 22 mai 1754, elle est mariée à Michel Louis-Christophe Dumottier. AGE accent aigu de 24 ans à la naissance de son fils. Il est marquis de Lafayette, colonel aux Grenadiers de France, régiment de prestige dans lequel les hommes doivent avoir une taille d'au moins 5 pieds 5 pouces soit un peu moins d'1,70 m, ce qui à l'époque faisait une belle taille. À l'âge de 20 ans, Marie-Louise donne le jour à un garçon, le second enfant du couple. Son premier-né est mort très peu de temps après sa naissance. Le lendemain, le curé de Saint-Roch de Chavagnac baptise le bébé portant les prénoms de Marie-Joseph Paul-Yves Roch-Gilbert. Le parrain est son grand-père maternel, la marraine est sa grand-mère paternelle Marie-Catherine de Chavagnac. Étienne Charavet, auteur d'une toute première biographie du général, rappelle que Lafayette tenait de son parrain le prénom d'Yves et de son père celui de Gilbert. C'est ce dernier prénom, récurrent dans sa lignée, qu'il adopte. Dans la présentation de ses mémoires, Lafayette écrira « Vous me demandez mes prénoms.
J'ai été baptisé comme un Espagnol. Ce n'est pas ma faute et sans prétendre me soustraire à la protection de Marie, Paul, Joseph, Roch et Yves, je me suis plus souvent réclamé de Saint Gilbert. Encore l'ai-je fort négligé, ainsi que le vieux nom de Motier, pour m'en tenir à celui que ma famille porte depuis longtemps, et auquel j'ai valu, parmi quelques témoignages de bienveillance, une prodigieuse quantité d'injures. Cet enfant est le dernier d'une branche cadette d'une illustre famille d'Auvergne, qui compte au XVe siècle un maréchal de France compagnon de Jeanne d'Arc, et dans un temps moins lointain, la célèbre comtesse de Lafayette, auteure de La Princesse de Clèves, belle et vertueuse bien qu'aimée par Louis XIII. L'Ohio. 3 ans plus tôt, en 1754, année du mariage des parents de ce nouveau-né, bien loin de l'Auvergne, le 3 juillet, un jeune planteur de 22 ans récemment promu lieutenant-colonel d'un régiment de la milice de Virginie, George Washington, est réfugié derrière une palissade défensive qui entoure le petit bâtiment qu'il a fait construire et baptisé Fort Necessity. La mésentente règne entre la centaine de tuniques rouges de l'armée britannique et les 200 miliciens de la colonie de Virginie qu'il commande. En fin de matinée, environ 600 militaires français appuyés par de nombreux d'Amérindiens engagent le combat. Le rapport de force est de plus de 2 contre 1. La redoute mal construite, mal située en zone inondable ne peut rétablir le déséquilibre. À 20h, les Français ne comptent que 3 morts et Washington a perdu une trentaine d'hommes. Il se rend à Louis Coulon de Villiers, chef des troupes qui l'encerclent. Louis Coulon de Villiers veut punir celui qu'il considère comme l'assassin de son frère Joseph. Pour le jeune lieutenant-colonel anglais, cette reddition est sans gloire. En signant ce document écrit en français, langue qu'il ne comprend pas, il reconnaît ses torts dans un sombre épisode militaire que l'on nomme l'affaire Jumonville. La semaine précédente, le 28 mai, lors d'une mission d'exploration armée ordonnée par Robert Dinwiddie, gouverneur de Virginie, George Washington, officier anglais, a fait ouvrir le feu sur un détachement d'une trentaine de soldats français commandé par le diplomate qu'il protégeait, Joseph Coulon de Villiers, sieur de Jumonville. Après la reddition des troupes françaises, un Indien, supplétif des troupes anglaises placées sous le commandement de Washington, a tué le sieur de Jumonville. La mort d'un prisonnier est toujours un acte grave. Or, celui-ci devait être considéré soit comme un prisonnier de guerre, soit, ce qui renforce la gravité de l'acte, comme un diplomate en mission de plénipotentiaire, protégé par ce statut. Selon l'accusation française, l'ordre de tuer le sieur de Jumonville a été donné par Washington. Cette mort serait donc un assassinat commis hors période de conflit déclaré. De proche en proche, cet incident et de nombreux autres dégénéreront dans une guerre, The French and Indian War, qui enflammera l'Amérique du Nord. Le 9 juillet 1755, l'attaque contre Fort Duquesne, un établissement français, échoue. La défaite est sévère, Washington conduit les troupes en retraite. La vallée de l'Ohio restera sous domination française jusqu'en 1758. De ce conflit, Washington peut retirer des enseignements sur la conduite d'opérations dans ce que nous pouvons appeler une guerre déséquilibrée. En sa qualité d'habitant de l'Amérique et sujet du roi d'Angleterre, il prend conscience de la faible considération du commandement anglais pour les milices coloniales et leur encadrement. Une méfiance vis-à-vis du commandement britannique commence à poindre. Les tensions militaires et politiques en terre américaine franchissent l'océan, s'exacerbent puis entrent en résonance avec les tensions européennes. La guerre entre les États d'Europe éclate le 29 août 1756. Rapidement, par le jeu des alliances, elle implique tous les pays. Elle prendra le nom de sa durée, la guerre de 7 ans. Elle se soldera par la perte du premier empire colonial français et préparera les conditions politiques et sociales de la guerre d'indépendance américaine. Dans ce conflit majeur du XVIIIe siècle, les grenadiers de France prennent toute leur place et participent aux principaux combats. Le 1er août 1759 à la bataille de Minden, Rhénanie-Westphalie, l'armée britannique et celle du duché de Hanovre et du roi de Prusse affrontent l'armée française. Les grenadiers de France sont au premier rang. Sur le terrain de la bataille clé de Minden, ils sont exposés bêtement, par M. de Saint-Féru, commandant général de cette troupe. Celle-ci, abritée dans un ravin à l'abri de l'artillerie, est placée par bravade sur la crête de ce ravin. Elle est abîmée sans aucun fruit par les batteries ennemies. Après la mort de son premier commandant, le prince de Chimay, le colonel de Lafayette lui succède.
Il se mit à sa place et fut emporté d'un coup de canon tiré d'une batterie anglaise, commandée par William Phillips, futur général qui trouvera la mort à Petersburg le 13 mai 1781, suite à un tir d'artillerie commandé par Lafayette lors de la guerre d'indépendance américaine. Le hasard est cynique. Le colonel de Lafayette est un des nombreux morts de cette défaite stratégique. Avec celle de Québec, pour le premier empire colonial français, et de Quiberon, pour la marine, la défaite de Minden annonce la fin de la guerre. La paix de 1763 marquera l'effacement de la France jusqu'à ce que la guerre d'indépendance américaine lui permette de prendre la revanche. Pour les vainqueurs, Minden est un jour de gloire. Les hommes des régiments britanniques cueillent des roses sauvages et les accrochent à leur képi. Depuis, en commémoration du 1er août, la tradition du Minden Day est conservée en Grande-Bretagne et au Canada. Dans les 2 pays d'Amérique du Nord marqués par la présence anglaise, de nombreuses villes portent le nom de Minden en souvenir du combat sur le sol européen qui a permis de chasser les Français du continent nord-américain. À Chavagnac, Marie-Joseph-Paul-Yves Roch-Gilbert devient marquis de Lafayette, il est âgé de 18 mois. Jeunesse. 1759. À Chavagnac, Joseph-Paul-Yves Roch-Gilbert du Mottier, jeune enfant, est orphelin de père mais néanmoins marquis de Lafayette. Un orphelin de père doit avoir un tuteur. Ce sera son plus proche parent du côté paternel, Nicolas de Bouillé du Chariol, évêque d'Autun, cousin germain de son père. Ce tuteur que le hasard lui envoie, mais le hasard existe-t-il ? Se trouve être premier aumônier du roi Louis XV depuis 1757, année de naissance de Gilbert du Mottier. Dans l'immédiat, la situation financière du nouveau marquis n'est pas placée sous le signe de l'opulence. Le 6 octobre 1759, sa grand-mère paternelle, la comtesse de Lafayette, adresse une demande au roi Louis XV pour qu'il accorde au jeune orphelin de guerre une pension pour l'éducation et le mettre en état de servir votre majesté. Ce que le roi fera pour un montant de 780 livres. Sa mère habite à Paris au palais du Luxembourg auprès de son propre père, le marquis de la Rivière. Elle ne vient à Chavagnac que l'été. En 1762, pour conserver les relations de sa famille et transmettre à son fils un crédit auprès des monarques, elle se fait présenter à la cour. Elle ne voit son fils que quelques mois chaque été au château de Chavagnac où ne vivent en permanence que la grand-mère de Gilbert et ses tantes paternelles, Marguerite Madeleine du Mottier et Louise Charlotte, veuve de Guérin de Chavagnac. Ces 3 femmes en noir se chargent de son éducation. Dès son 5e anniversaire, celle-ci est complétée par l'instruction que lui dispense un abbé de beaucoup d'esprit, bientôt remplacé par l'abbé Fayon, curé de Saint-Roch de Chavagnac. Sous sa conduite, le jeune Gilbert apprend le latin, le catéchisme et les mathématiques. Avec ce prêtre, il découvre les matières militaires à travers les récits des expéditions guerrières décrites par Homère et César. L'enfant passe de nombreuses heures sur l'histoire et l'héraldique, les contes et les légendes des grands chevaliers héroïques, sans oublier les codes chevaleresques qui organisent les prestations de serment. Toutes ces disciplines peuvent être considérées comme classiques dans l'éducation d'un jeune noble de province, ce qui l'est moins est qu'avec ce précepteur, le jeune Gilbert apprend des rudiments d'anglais. Cet apprentissage est une exception à l'époque où le français est la langue internationale des élites. Plus tard, cette initiation s'avérera fort utile quand il deviendra général Lafayette. Pour le jeune orphelin de père, l'abbé Fayon sera plus qu'un précepteur. Gilbert restera pendant 15 années sous l'œil vigilant de celui qui est devenu un tuteur. Ce terme peut être pris dans sa définition la plus horticole, celle de la tige de bois plantée verticalement pour soutenir ou redresser un jeune arbre pendant les premiers temps de sa croissance. Lafayette n'oubliera jamais son précepteur. Le 7 juin 1777, du bateau qui le conduit en Amérique, dans une des multiples lettres qu'il envoie à Adrienne, il glisse un mot de recommandation pour ce pauvre abbé Fayon. Dans la construction morale de Lafayette, l'abbé Fayon ne sera remplacé que par George Washington, l'homme et l'ami qui lui servira de père. En Auvergne, jusqu'à l'âge de 11 ans, Gilbert passe une enfance heureuse et un peu sauvage. C'est l'époque entre 1764 et 1767, de la bête qui mange les hommes dans le Gévaudan. La bête est légendaire. La zone géographique où elle sévit touche le Velay et jouxte Chavagnac. Dans cette époque où le loup n'est pas un indicateur de richesse de la biodiversité,
la population est légitimement frappée de stupeur et de crainte. Gilbert de La Fayette, jeune noble d'une dizaine d'années nourri de lectures chevaleresques, ne peut que s'enflammer pour ce combat du bien contre le mal. Les légendes sont faites pour se rencontrer, celle de La Fayette s'est emparée du récit de son rêve d'enfant d'aller affronter la bête. Gilbert a une dizaine d'années, sa vie d'adolescent sera bientôt celle d'un jeune noble adulte. En 1768, Gilbert quitte définitivement Chavagnac où il reviendra épisodiquement. Sa mère l'emmène vivre à Paris, l'abbé Fayon l'accompagne. Dans une note autobiographique de ses mémoires, La Fayette fait part de la rencontre avec sa nouvelle famille. Arrivé à Paris, on me présenta à mes deux grands-pères. Le premier, qui avait une figure charmante et qui venait de quitter le commandement de la seconde compagnie des mousquetaires, était un homme de société. Il est mort pendant mes premières campagnes en Amérique. L'autre, le marquis de la Rivière, était un vieux gentilhomme breton, fort instruit, tout occupé des affaires de la province. Il avait été compromis dans la conspiration de la noblesse bretonne contre le régent, et obligé, pour sauver sa tête, de fuir en Espagne. Quelques contretemps le mirent en danger, il fut même arrêté pour un autre. Ces circonstances l'avaient empêché d'entrer au service militaire. Il passait une grande partie de l'année dans son vieux château de Quérofloy. Il était fort riche et passait pour avare, vivant avec une parcimonie très singulière, ne donnant presque rien à ce qu'on croyait, lorsqu'après sa mort on a découvert qu'il faisait des aumônes très considérables. La famille bretonne de La Fayette possède de nombreuses terres, notamment en Trégor, dont les seigneuries du Vieux Marché, de Pont-Blanc en Ploiret, du Drainay en Logivy-Plougras, de Saint-Michel de Guingamp, de Quérofray en Bourbriac et Saint-Kilouette en Plaintel. La Fayette se découvre un grand-père maternel à la réputation d'avare mais en fait généreux et révolté contre l'impôt. Peut-on rêver meilleure ascendance ? La conspiration de la noblesse bretonne contre le régent, à laquelle il fait référence, est la tentative de soulèvement, d'origine antifiscale qui se déroule de 1718 à 1720. Elle mobilise une partie de la noblesse bretonne sous la conduite brouillonne du marquis de Pontcallec. Celui-ci donne son nom à la conspiration et sa tête au bourreau le 26 mars 1720 à Nantes. 3 autres condamnés l'accompagnent dans la mort. Petit-fils d'un révolté breton, originaire d'Auvergne, une des provinces les plus pauvres du royaume dont il saura se réclamer après la chute de la royauté, je ne vous dirai pas si je suis gaulois ou franc. J'espère être gaulois parce que très peu de Francs s'établirent dans les montagnes d'Auvergne. Gilbert commence sa nouvelle vie. Celle d'un jeune noble peu argenté, orphelin de père et dernier descendant d'une famille avec une si grande proportion de gens tués de père en fils sur les champs de bataille, que c'était devenu dans notre province une espèce de proverbe. Néanmoins, mon grand-père avait reçu tant de blessures qu'il se retira avant d'être tué. À Paris, Gilbert commence sa scolarité au collège du Plessis rue Saint-Jacques. Ses études sont marquées par une anecdote. Lors d'un cours, il doit dessiner un cheval parfait, au lieu de dessiner un animal que la simple vue de la verge suffit à rendre obéissant. Il représente un animal libre, montrant sa force et son caractère qui à la première menace se cabrait et renversait son cavalier. Pour ces historiographes, ce dessin est le symbole de ce caractère en devenir. Le 3 avril 1770, sa mère décède suivie quelques jours plus tard de son propre père, le marquis de la Rivière. Sa mère étant fille unique, le jeune Gilbert hérite alors de la fortune de son grand-père. À l'âge de 13 ans, Gilbert Mottier est soudainement riche et bénéficie de 146 000 livres de rente annuelle. Le jeune marquis de La Fayette peut faire son entrée sur la scène. Il a un titre et des ancêtres glorieux, une assez belle prestance et une fortune dont il a la quasi-libre utilisation. Son éducation entre dans la sphère de la famille maternelle et prend une inflexion beaucoup plus mondaine. En avril 1771, il entre dans le corps des mousquetaires noirs dont son grand-père, le comte de la Rivière, avait été le capitaine-lieutenant. Son initiation aux questions militaires est confiée à Monsieur de Margelais, maréchal des logis à la compagnie écossaise des gardes du corps, compagnie de prestige commandée par le duc d'Ayen, son futur beau-père. Antoine Fourton de Margelais est né à Montluçon, ville du Bourbonnais située à une 50aine de kilomètres du château limousin de sa famille. Il est un représentant de ces hommes pour qui la science, il réalise des travaux sur la cristallisation, se joint à l'agnosticisme et à la franc-maçonnerie.
La famille de Marjolais plonge ses racines dans ce Limousin, terre d'origine des Noailles qui y possèdent de multiples propriétés et où ils ont coutume de se rendre. D'après une tradition locale, le futur héros de la guerre d'indépendance américaine aurait passé une partie de son enfance au château de Marjolais. Ceci n'est pas étayé même s'il est possible que la nourrice de Gilbert Motier soit de ce lieu voire liée à cette famille. Il est envisageable que le jeune Lafayette, hôte de la famille de Noailles, soit venu au château de ce précepteur en charge de la formation militaire que Lafayette reçoit à l'Académie de Versailles où il croise le comte d'Artois. Malgré les prestigieuses rencontres faites à l'Académie de Versailles, il refuse une place de courtisan auprès du frère cadet du futur Louis XVI, le comte de Provence, qui deviendra Louis XVIII à la chute de l'Empire. 60 ans plus tard, en 1830, il participera au renversement du dernier membre de la fratrie, le comte d'Artois devenu Charles X. Depuis 1770, le marquis de Lafayette vit dans le monde des privilégiés. Paradoxalement, c'est parmi eux que se trouvent les admirateurs de l'abbé Raynal, un des philosophes les plus respectés de l'époque. C'est probablement dans cette période de l'adolescence qu'il découvre les écrits de l'abbé Raynal, 1731 à 1796, et son « Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes ». Cet ouvrage est un best-seller des Lumières, 25 000 exemplaires sont vendus. Sa première édition publiée à Amsterdam en 1770 est interdite en 1772. La seconde édition de 1774 est mise à l'index par le clergé. Ce texte est le seul que Lafayette reconnaît avoir lu de près. Il conservera dans sa bibliothèque les 10 volumes de la troisième édition qui ne contient plus de passages défavorables aux Américains qualifiés de dégénérés physiques et mentaux dans les deux précédentes versions. Les 2 premières éditions, antérieures aux rencontres dans le cadre de la loge des 9 sœurs entre Raynal et Franklin puis avec Lafayette, étaient marquées par cet anti-américanisme qui deviendra la marque de pensée d'une partie de l'intelligentsia française. L'histoire des deux Indes, fortement marquée par des valeurs que Lafayette portera toute sa vie, le refus du colonialisme, du despotisme et de l'esclavage, participe à la construction philosophique du jeune marquis. Pendant ce temps, il vieillit. L'expression peut surprendre mais la réalité sociale le rattrape. Riche marquis à 14 ans, il devient un beau parti. Jean-Louis-Paul François de Noailles, duc d'Ayen, a 5 filles à marier. Dès 1771, il prévoit de marier l'aînée de ses filles à l'un de ses cousins, le vicomte de Noailles et sa seconde fille, Adrienne née le 2 novembre 1759, à Lafayette. Celle-ci n'a que 12 ans quand ce projet se construit. L'information de son mariage atteint l'intéressé pendant ses vacances. J'allais 2 fois passer les vacances en Auvergne. J'y étais encore, lorsque j'atteignis ma 14e année, et nous y reçûmes la nouvelle que mon grand-père avait arrangé mon mariage avec Melle de Noailles, seconde fille du duc d'Ayen, alors âgée de 12 ans. Je vins habiter le Luxembourg où logeait mon grand-père, et où je fus reçu dans la famille de son second gendre, monsieur de Lusignem, qui avait perdu sa femme. Mais elle fut bientôt remplacée à mon égard par sa seconde épouse, à qui j'ai eu l'immense obligation de voir arranger ce mariage et pour qui j'ai conservé la plus tendre affection de reconnaissance. Mon précepteur restait avec moi. Il est plaisant de constater que, des années après l'acte majeur de la vie d'un homme qu'est l'annonce de son mariage, Lafayette rappelle l'importance qu'a eu le fait que son précepteur reste avec lui. Son futur beau-père, François de Noailles, est une parfaite illustration de ces étonnants personnages du XVIIIe siècle, à la fois courtisan dans les faits et révolutionnaire dans les idées. Il est gouverneur et capitaine des chasses de Saint-Germain-en-Laye, premier capitaine des gardes-corps du roi. Scientifique, dans la connotation de l'époque, il publie plusieurs mémoires très estimées sur la chimie et la physique expérimentale. Parallèlement, il doute de l'existence de l'âme et rejoint la franc-maçonnerie. Tout ceci ne l'empêche pas d'être nommé, en 1780, président de l'Académie royale des sciences. Dans Adrienne ou la vie de Madame de Lafayette, André Mauroy trace un portrait du couple plein de saveurs. Esprit curieux, il s'occupait à la fois de sciences et de littérature, d'agriculture et d'affaires de cour, d'administration militaire et de philosophie. À l'Académie des sciences, il lisait des mémoires remarquées. Sa vie était toute consacrée à ce monde brillant où s'agitaient tant d'idées nouvelles, et il avait peu de temps pour un foyer où son épouse portait dans sa piété quelque chose de l'austérité janséniste.
Pour elle, la grande affaire était le salut éternel, pour lui, le succès temporel et la faveur du prince. C'est cet homme que le hasard donne comme beau-père au jeune marquis. Les idées du gendre ne seront pas en opposition frontale avec celles du beau-père. Néanmoins, les idées des Lumières s'arrêtent au seuil des liens du mariage, le droit des filles et même celui des jeunes gens pèsent peu par rapport au projet des pères. Légitimement, l'épouse de François de Noailles, Henriette d'Aguesseau mariée à 16 ans, trouve cet âge précoce pour le mariage. Celle-ci est très pieuse, Adrienne la décrira en ces termes. Chercher Dieu et sa justice était sa première affaire. Aucune petitesse de couvent n'entrait dans sa piété mais qu'une fidélité scrupuleuse à ses devoirs en était la base. Pour cette mère, la proposition de son mari de marier ses 2 filles aînées lui faisait envisager ce moment avec effroi. De son point de vue maternel, les atouts du jeune marquis deviennent des handicaps. Lafayette n'avait que 14 ans. Son extrême jeunesse, l'isolement où il se trouvait, ayant perdu tous ses parents proches et n'ayant aucun guide qui pût avoir sa confiance, une grande fortune et tout acquise, ce que la mère d'Adrienne regardait comme un danger de plus, toutes ces considérations la décidèrent d'abord à le refuser. Pendant de longs mois, la duchesse se bloque sur son refus. Ses 2 filles sont témoins malheureux de cette brouille dont elles ignorent la cause. Le duc d'Ayen doit négocier avec son épouse et lui démontrer la justesse de son projet. Elle ne cède que le 21 septembre 1772, lorsque le duc lui garantit que sa fille ne la quitterait pas pendant les premières années, et promit de différer le mariage encore de 2 ans et prit plusieurs précautions pour finir l'éducation de M. de Lafayette. Les mariages attendront un peu. Celui d'Adrienne et de Gilbert est repoussé de 18 mois, période pendant laquelle les 2 adolescents deviennent amoureux l'un de l'autre. Adrienne écrira : « Ce fut pendant ce temps qu'on me parla de M. de Lafayette, pour qui l'attrait de mon cœur avait prévenu ce sentiment si profond qui nous a unis tous les jours d'une manière plus étroite et plus tendre, au milieu de toutes les vicissitudes de cette vie. » Texte auquel plus tard, Lafayette fera écho. Elle avait 14 ans et moi 16, lorsque son cœur s'amalgama à tout ce qui pouvait m'intéresser. L'amour a rejoint la raison, et le jeune marquis est littéralement adopté comme un fils par sa future belle-mère, qui voit certainement en lui un jeune homme seul à la recherche d'un cadre d'amour familial. Parallèlement, le destin militaire de Gilbert se met en place. En avril 1771, il entre comme capitaine à la 2e compagnie des mousquetaires du roi. Ce grade ne le sortait de classe que les jours de revue. Par la grâce de son futur beau-père, le 7 avril 1773, il devient sous-lieutenant au régiment de Noailles, ce qui lui permet d'effectuer quelques voyages, pour voir son régiment. Orphelin en avril 1770, capitaine en avril 1771, sous-lieutenant en avril 1773, en mai 1774 il est commandant d'une compagnie de dragons puis, en 1777, il sera général de l'armée américaine. Quelle progression! Le 19 septembre 1773, la sœur aînée d'Adrienne, Louise-Anne-Jeanne Baptiste Pauline Catherine, âgée de 15 ans, épouse son cousin Louis-Marc-Antoine de Noailles, vicomte de Noailles. Elle finira sa vie guillotinée en même temps que sa mère le 22 juillet 1794. Son mari sera un combattant courageux de la guerre d'indépendance américaine, un franc-maçon célèbre et pour l'histoire, l'initiateur de l'abolition des privilèges lors de la nuit du 4 août. Il mourra en 1804 lors de l'expédition contre Toussaint Louverture et les Noirs révoltés d'Haïti, combat qui n'était pas en cohérence avec ses valeurs maçonniques. Le 11 avril 1774, le mariage de Gilbert et d'Adrienne est consacré dans la chapelle du superbe hôtel de Noailles, rue Saint-Honoré. Le vicaire général de Paris, l'abbé Paul de Murat, officie. Les témoins sont prestigieux. Ceux de Lafayette, le comte de Lusignan, maréchal de camp des armées du roi et grand-oncle maternel du marié ainsi que le marquis de Bouillé, cousin de Lafayette, brigadier des armées du roi, ont des grades et titres aussi hauts que les témoins d'Adrienne, le comte de Tessé, oncle paternel de la mariée maréchal de camp et la duchesse de Mouchy, première dame d'honneur de la reine. Marie-Adrienne Françoise de Noailles, âgée de 14 ans et demi, et Marie-Joseph-Paul Ivroc Gilbert du Mottier, marquis de Lafayette, d'1 an son aîné, sont mari et femme. Le jeune couple vivra à l'hôtel de Noailles, un des plus beaux et des plus grands hôtels particuliers de Paris. Lafayette côtoie la tante d'Adrienne,
la comtesse de Tessé qui toute jeune avait perdu la foi et avait été conquise par les idées philosophiques du siècle. Elle était amie de Voltaire mais tout en se disant incrédule, faisait un signe de croix derrière ses rideaux chaque fois qu'elle prenait médecine. Cette grande dame sera toujours un secours fiable pour Lafayette. Gilbert du Motier est définitivement entré dans le monde. Il est membre d'une famille parmi les plus puissantes de la cour, une des plus proches du roi et certainement une des plus éclairées par l'esprit des Lumières. Jeune marié, arrivant de province, nouveau venu dans le monde des privilégiés, avec l'aide de sa belle famille il tente de notables efforts pour s'intégrer dans le monde de la cour. Chaque semaine, Madame d'Ayen conduit le jeune couple au bal de la reine à Versailles. Ses insuccès de danseur sont dans sa légende, ses tentatives amoureuses avec la belle Aglaé d'Hunolstein restent infructueuses. Cette noble dame, née Élisabeth Aglaé de Puget de Barbentane, est comtesse de Hunolstein par son mariage avec Philippe-Antoine d'Hunolstein, colonel au régiment personnel du duc de Chartres. Elle est dame d'honneur de son épouse et maîtresse en titre du duc, qui en est follement amoureux. Aglaé préfère rester fidèle, si j'ose dire, à son célèbre amant fils du duc d'Orléans plutôt que de le tromper avec un jeune marquis auvergnat. Néanmoins Lafayette n'est pas seule, ses amis sont nombreux, libertins et éclairés. Avec son beau-frère Noailles, La Rochefoucauld, Ségur, Coigny, Durfort, Dillon, Lafayette partage une même sensibilité aux idées du siècle qu'il qualifiera dans ses mémoires de républicaines. Les relations républicaines me charmaient, et lorsque mes nouveaux parents me ménagèrent une place à la cour, je ne balançais pas à déplaire pour sauver mon indépendance. Mais que peut signifier ce terme quand chacun de ces jeunes gens est nourri dans les principes d'une monarchie militaire, élevé dans l'orgueil d'une noblesse privilégiée, dans les prestiges de la cour, dans les maximes de la piété et d'autre part entraîné par la licence du siècle, par une galanterie dont on faisait trophée, excité à la liberté par les écrits des philosophes, par les discours des parlements au lieu d'avoir un but certain, des principes assurés, nous voulions à la fois jouir des faveurs de la cour, des plaisirs de la ville, de l'approbation du clergé, de l'affection populaire, des applaudissements des philosophes, de la renommée que donnent les succès littéraires, de la faveur des dames et de l'estime des hommes vertueux, de sorte qu'un jeune courtisan français animé de ce désir de réputation qui sépare du vulgaire les hommes distingués, pensait, parlait et agissait tour à tour comme un habitant d'Athènes, de Rome, de Lutèce, comme un paladin, un croisé et comme un sectateur de Platon, de Socrate ou d'Épicure. Le lieu de leurs exploits libertins, estudiantins et philosophiques, ou plus prosaïquement de beuverie, est l'auberge de l'Épée de Bois. Trop boire et avoir des aventures avec de jeunes dames peu ou point mariées, dans une période où l'esprit français, sic, pointé du doigt dans le film ridicule, règne en maître n'empêche pas Gilbert du Motier d'être décalé dans le monde de la cour et être jugé un bien mauvais sujet par l'abbé Fayon. Dans ses mémoires, son ami Ségur trace de lui un portrait donnant l'image d'un homme introverti. Lafayette eut de tout temps et surtout quand il était jeune, un maintien froid, ce froid extérieur et son peu d'empressement à parler faisaient un contraste singulier avec la pétulance, la légèreté et la loquacité brillante des personnes de son âge, mais cette enveloppe, si froide au regard, cachait l'esprit le plus actif, le caractère le plus ferme et l'âme la plus brûlante. Dans le milieu très particulier de la haute aristocratie, Gilbert du Motier, marquis de Lafayette et l'ensemble des jeunes nobles libéraux vivent dans un ensemble de contradictions qu'ils ne peuvent pas voir. Dans le premier tome de ses mémoires, rédigé bien après la Révolution de 1789 et les crimes de 1793, le comte de Ségur expliquera cet instant très singulier de l'histoire. Pour nous, jeune noblesse française, sans regret pour le passé, sans inquiétude pour l'avenir, nous marchions gaiement sur un tapis de fleurs qui nous cachait un abîme. Riant frondeur des modes anciennes, de l'orgueil féodal de nos pères et de leur grave étiquette, tout ce qui était antique nous paraissait gênant et ridicule. La gravité des anciennes doctrines nous pesait. La philosophie riante de Voltaire nous entraînait en nous amusant. Sans approfondir celle des écrivains plus graves, nous l'admirions comme empreinte de courage et de résistance au pouvoir arbitraire. L'usage nouveau des cabriolets, des fracs, la simplicité des coutumes anglaises nous charmait en nous permettant de dérober à un éclat gênant tous les détails de notre vie privée. Consacrant tout notre temps à la société, aux fêtes, aux plaisirs, aux devoirs peu assujettissants de la cour et des garnisons,
nous jouissions à la fois avec incurie et des avantages que nous avaient transmis les anciennes institutions, et de la liberté que nous apportaient les nouvelles mœurs. Ainsi ces deux régimes flattaient également, l'un notre vanité, l'autre nos penchants pour les plaisirs. Retrouvant dans nos châteaux, avec nos paysans, nos gardes et nos baillis, quelques vestiges de notre ancien pouvoir féodal, jouissant à la cour et à la ville des distinctions de la naissance, élevés par notre nom seul au grade supérieur dans les camps, et libres désormais de nous mêler sans faste et sans entrave à tous nos concitoyens pour goûter les douceurs de l'égalité plébéienne, nous voyons s'écouler ces courtes années de notre printemps dans un cercle d'illusions et dans une sorte de bonheur qui, je crois, en aucun temps avait été destiné qu'à nous. Liberté, royauté, aristocratie, démocratie, préjugés, raison, nouveauté, philosophie, tout se réunissait pour rendre nos jours heureux, et jamais réveil plus terrible ne fut précédé par un sommeil plus doux et par des songes plus séduisants. Nous préférions un mot d'éloge de d'Alembert, de Diderot, à la faveur la plus signalée d'un prince. Galanterie, ambition, philosophie, tout était entremêlé et confondu. Les prélats quittaient leur diocèse pour briguer des ministères, les abbés faisaient des vers et des contes licencieux. On applaudissait à la cour les maximes républicaines de Brutus. Les monarques se disposaient à embrasser la cause d'un peuple révolté contre son roi. Enfin on parlait d'indépendance dans les camps, de démocratie chez les nobles, de philosophie dans les bals, de morale dans les boudoirs. Bientôt, l'aventure américaine permettra au marquis de Lafayette de vivre ses songes séduisants et de voir se construire un déséquilibre stabilisé autour de ses contradictions et de ses valeurs. Hélas, ceci ne sera possible qu'en Amérique grâce à une aristocratie patriarcale élective, appuyée sur une possibilité d'extension géographique, économique et humaine du pays, impossible en Europe. Tout ceci est bien éloigné de la réalité française. En septembre 1774, Gilbert décide de se faire inoculer. Il devient ainsi un des premiers Français à être vacciné contre la variole. Pendant sa période d'incubation vaccinale, sa belle-mère, victime de la maladie en 1768 donc vaccinée de fait, prend soin de lui. Plus que de nombreux textes, cet acte donne une réelle indication sur son attachement au progrès et à la science et sur son courage construit sur une analyse des risques. Dans l'année qui suit son mariage, Adrienne fait sa première communion. Depuis 1771, ce sacrement religieux avait été retardé pour qu'Adrienne, vierge sage, mûrisse. Extraordinaire époque, où dans les milieux éclairés, on choisit de marier les filles avant qu'elles possèdent la maturité religieuse. Elle communie en étant enceinte de Charlotte, sa première fille qui naîtra le 15 décembre 1775. Au printemps, son jeune mari est parti à Metz rejoindre son régiment et son destin. Dans les châteaux de Lorraine, il découvre des femmes plus légères que la sienne, dixit André Mauroy, mais ce qui dans cette courte période marquera l'histoire de la France et des États-Unis est sa découverte de la cause de l'indépendance de l'Amérique. Cette découverte n'est liée qu'aux circonstances tout en étant facilitée par son appartenance à la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie. Le mot franc-maçonnerie désigne un ensemble de phénomènes historiques et sociaux très divers formant un espace de sociabilité qui recrute ses membres par cooptation et pratique des rites initiatiques, faisant référence à un secret maçonnique et à l'art de bâtir. Définition de Wikipédia. Il est impossible d'envisager la vie de Lafayette sans intégrer la franc-maçonnerie. Celle-ci est consubstantielle à son existence, à ses engagements et à la mise en œuvre de ses valeurs. Il est donc nécessaire de planter le décor, en consacrant un chapitre aux origines de cette noble et ancienne institution, comme elle se plaît à se décrire. Sans avoir la prétention d'écrire l'histoire de la franc-maçonnerie, il faut replacer ses origines modernes dans le contexte du siècle qu'il a vu se structurer en un mouvement philosophique universaliste qui va constituer le XVIIIe siècle et lui donner son nom, le siècle des Lumières, Enlightenment en anglais. La franc-maçonnerie, sociabilité initiatique qui met l'accent sur la circulation harmonieuse des hommes et des idées, est indissociable du XVIIIe siècle, elle en est l'esprit et la concrétisation. De Mozart à Lavoisier, de Lafayette à Washington, elle marque la quasi-totalité des personnages du siècle. Dans la période où Lafayette découvre le monde, pour les Européens, le monde s'est découvert à lui-même. Dans la période antérieure, une mondialisation s'est effectuée.
Au XVIIIe siècle, une très large élite, noble et bourgeoise, en a pris pleinement conscience. Via les multiples produits qu'elle consomme et les rêves de fortune qui l'habitent, le vaste monde est entré dans son univers intellectuel comme dans sa vie quotidienne. Dans les 3 siècles précédents, appuyée sur un christianisme militant, l'Europe a construit les bases de son développement. Elle est prête à conquérir le globe qu'elle a découvert et qu'elle a commencé à peupler avec ses habitants. La diversité des nations d'Europe n'est pas un obstacle à l'apparition d'un regard scientifique unifié sur le monde. Pour accompagner son déploiement, il faut à l'Europe un système de pensée autre que celui qu'elle possède et qui remonte à la fin de l'Empire romain. Ce système de pensée, en théorie strictement construit sur les bases du christianisme, s'est fracturé avec l'apparition du protestantisme puis sous l'influence des premières découvertes scientifiques, de Copernic à Newton. S'il reste en l'état, il atteint les limites de son acceptabilité. Fin XVIIe, début XVIIIe siècle, des philosophes britanniques comme Thomas Hobbes 1588-1679 et David Hume 1711-1776 ont adopté une démarche empirique qui met l'accent sur les sens et sur l'expérience dans l'acquisition des connaissances. Ils suivent Spinoza, 1632-1677, philosophe d'origine marane installé aux Pays-Bas au siècle précédent. Sa conception de la liberté de l'homme est centrée sur une vision de l'univers où Dieu et la nature ne font qu'un. Elle bouscule la vision scolastique de l'Église qui considère Spinoza comme un athée. C'est avec un Anglais, Isaac Newton, 1642-1727, que le grand basculement se produit. Philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste, astronome et théologien, figure emblématique de la science, il développe la théorie de la gravitation universelle. Celle-ci donne une explication scientifique et globale à la mécanique de l'univers. Cette explication de l'univers renverse celle de l'Église. Les travaux des scientifiques et philosophes, principalement anglais, du premier quart du XVIIIe siècle ouvrent à l'homme une possibilité d'accéder à la liberté et de concourir à son propre bonheur terrestre. L'homme peut raisonnablement... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.